à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle session ensemble avec nos 5 doctorants. 5 doctorants qui sont investis depuis le début du sommet Moving On pour suivre l'ensemble des discussions et ainsi comprendre comment accélérer cette transition de la mobilité, comment aller vers des mobilités durables. Alors nous sommes aussi ici aujourd'hui avec Yannick, avec Aïcha, avec Florian, avec Aline et Scylla pour justement nous rendre compte de cette journée d'échange à travers les réunions, les rencontres que vous avez pu avoir, d'en tirer des conclusions, de savoir ce qui a été changé aujourd'hui dans votre journée. Donc peut-être un petit tour pour vous présenter en 2 secondes. Oui. Yannick. Yannick Roy, doctorant à l'Université de Montréal en neurotechnologie. Aïcha, à l'Université Laval en génie industriel. Florian, CEO de PhD Talent. Aline, PhD Industrial Engineering à Polytechnique Montréal. Scylla, étudiant à l'Université du Québec à Montréal. Alors aujourd'hui, en quelque sorte, vous avez au plus tôt le matin pu participer à des échanges. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui a bouleversé votre journée par rapport à votre arrivée? Vous êtes venu en tant que doctorant avec votre vision, avec vos connaissances. Aujourd'hui, vous avez sans doute peut-être eu une idée, quelque chose qui vous a bouleversé. Alors qui se lance? Alors je vais commencer, allons-y. Moi, ce qui m'a marqué aujourd'hui de tous les échanges que j'ai pu avoir à travers les conférences et les working sessions, c'est vraiment la volonté de l'ensemble des parties prenantes de travailler ensemble. C'est vraiment une volonté extrêmement forte qui a émergé, que ce soit des concurrents entre eux, de mettre en place des plateformes, des outils pour pouvoir travailler ensemble, d'ouvrir leurs données. Alors que ça pose plein de questions qu'on va peut-être pouvoir aborder ensuite. C'est-à-dire publiquement Publiquement, alors que ce soit des données publiques de villes, Ouais. des données d'entreprise, de données de start-up, et d'agréger tout ça pour ensuite offrir de meilleurs services et de meilleures solutions pour le citoyen, pour le consommateur. Cette ouverture des données, est-ce que vous avez, Aïcha, je vois que tu... Oui, je vais enchaîner avec l'économie circulaire parce que là, on parle d'exploitation des données, on parle de comment est-ce que l'entreprise privée va utiliser ces données ou non, la sécurité de la donnée personnelle. Et moi, je trouvais intéressant de voir des entreprises privées se mobiliser, dire s'entendre qu'on va travailler ensemble, on veut se mettre ensemble pour travailler. Mais ultimement, je me pose la question, je me suis posé la question en fait, est-ce que quand on parle des besoins du consommateur, est-ce qu'on s'en soucie vraiment? Je n'ai pas vu cette préoccupation-là de façon concrète. On a dit, oui, c'est important de créer quelque chose de durable, oui, les générations futures, oui, le consommateur a besoin de mobilité, d'accès, de pouvoir passer d'un mode de transport à pied, à vélo, en voiture, en taxi, mais il y a toujours cette question qui reste pour moi non répondue, de savoir mais à quel moment on va demander au consommateur qu'est-ce qui lui plaît. Est-ce que c'est la rapidité? Est-ce que c'est le coût? Est-ce que c'est vraiment l'environnement aujourd'hui qui lui plaît? On sait que les consommateurs parlent sur les réseaux sociaux. C'est pas ça finalement? Cette question des données, est-ce que c'est pas de traquer, de suivre ce que le consommateur fait, ce qu'il attend? Alors voilà, donc il y a la donnée sur la mobilité et il y a la donnée sur l'attente du consommateur. Donc le consommateur, est-ce qu'il se déplace parce qu'il est âgé, il a besoin d'aller pour des soins? Est-ce que le consommateur se déplace pour travailler? On sait que l'évolution de la voiture s'est faite conjointement avec l'étalement des villes, surtout pour aller travailler. Mais aujourd'hui, avec une population occidentale qui vieillit et une population dans les pays en développement émergents qui arrive, qui est jeune, les besoins sont complètement différents. Alors les besoins de mobilité ne sont pas forcément les mêmes. Et dans un cas, on va parler d'une population qui a besoin de soins. Et on parle aussi d'une tarification sur le déplacement. Donc est-ce qu'on va facturer de la même façon quelqu'un qui se déplace pour un soin, pour un travail, pour s'amuser? Donc il y a toute la question aussi donc, des externalités qu'on pose conjointes à la mobilité. Donc c'est sûr que mon collègue travaille davantage sur Yannick, la donnée, sur l'exploitation de données. Peut-être qu'on peut anticiper le déplacement. Peut-être qu'on peut prévoir. Moi, je sais que sur mon téléphone, des fois, j'appelle et mon téléphone me demande est-ce que tu veux rappeler telle personne? Est-ce qu'on peut anticiper le déplacement
sur un historique. Yannick va nous répondre. Oui, là-dessus. Oui, en fait, complètement. Je reviens sur la donnée dans un petit instant, juste avant, justement, pour faire le parallèle avec le fameux consommateur, juste avant, parce qu'une des choses, personnellement, mon moment de la journée, ou un des moments, j'en ai eu plusieurs, c'est durant une session de travail qu'on a eue aujourd'hui sur le transport en public, donc comment se déplacer ensemble, et il y avait vraiment un argument en faveur de on doit partager, on doit se rassembler ensemble, un petit peu comme l'autobus, le train, donc on doit regrouper parce qu'on est beaucoup de gens à déplacer, donc de se déplacer individuellement sur des plus longues distances, c'est difficile. Et en même temps, il y avait des gens dans la salle, plus du domaine des affaires, donc des gens des affaires, qui venaient dire que ça va prendre une offre de service diversifiée. Donc justement, où le consommateur rentre en ligne de compte, je pense que ça va être important justement parce qu'on a tous des attentes différentes de notre de notre déplacement. Il y en a qui vont chercher plus le confort, il y en a qui vont chercher la rapidité, il y en a qui vont chercher le coût, tout ça. Donc, c'est un peu ce clash-là de on doit rassembler, mais la partie individuelle est quand même super importante, il va toujours demeurer. Donc, il va toujours avoir, on a besoin des classes à faire, par exemple, en avion, en train, mais dans les autobus, on ne le voit pas, entre autres au Québec du moins, on n'a pas ces classes-là. Donc peut-être que dans le nouveau transport de demain, automatisé, on va devoir avoir cette classe-là avec des tarifications différentes, peut-être un premium pour les gens justement qui se déplacent plus loin pour le plaisir, avec plus de confort, plus individuel que tout le monde ensemble. Donc moi, ça m'a marqué beaucoup. C'est vrai qu'il y a la question des données de cette façon, mais il y a aussi la standardisation. Yannick va avoir un système qui opère sous tel système d'exploitation, d'autres personnes, d'autres entreprises vont travailler sur d'autres systèmes d'exploitation. Donc l'interopérabilité des systèmes qui vont opérer, qui vont gérer la donnée, va être problématique. Il va falloir l'adresser, évidemment. Le point de Florian de rendre public aussi. De rendre public, de standardiser. Des synergies entre les données. Mais la standardisation amène aussi des exclusions. Donc on parle ici de l'accessibilité. Les personnes qui sont aujourd'hui à mobilité réduite, comment est-ce qu'on les considère dans la mobilité de demain? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de mobilité de façon générale, mais on n'aborde pas ces spécificités qui font que tout le monde se reconnaît dans une offre de service. Et souvent, même déjà dans le système de transport aujourd'hui qui est public, qui se veut accessible, on peine à répondre aux besoins des personnes qui sont accessibles parce que ça leur prend plus de temps, ça leur prend un transport qui est adapté, c'est plus long. Est-ce que la connectivité des données va pouvoir résoudre déjà ce problème de l'accessibilité aux personnes à mobilité aujourd'hui réduite? Si là, sur cette question de données, est-ce que tu as eu un choc aujourd'hui, une impression forte sur ce thème, ou tu as plutôt été frappé par autre sujet? Oui, c'est ça, pas particulièrement. Par contre, on peut peut-être relier ça à ce par quoi j'ai fermé, on va dire, ma discussion hier. J'ai parlé de l'aspect d'écosystème. Et aujourd'hui, j'ai eu de la chance parce que je trouve que j'ai été servi à ce niveau-là, justement. Dans les diverses conférences auxquelles j'ai pu participer, on a pu voir émerger justement cet aspect d'écosystème, comme tu le disais, Florian, cette volonté de vouloir travailler ensemble et bien évidemment, si on veut travailler ensemble, partager les données. Par contre, la question qui est donc la question principale qui est ressortie, c'est jusque dans quelle mesure on partage les données. Et il y avait notamment, on va dire, on voyait certaines confrontations entre les points de vue, puisque certains conférenciers disaient plus qu'il allait y avoir un partage de, comment dire, une priorité vis-à-vis de la protection de ces données, alors que d'autres prônaient plus, on va dire, le fait de pouvoir les commercialiser comme source d'argent, comme source économique. Ça rejoint donc un peu ce que Yannick et Aïcha disaient auparavant, c'est quelle est la priorité des consommateurs? Est-ce que finalement ces données-là, ça les dérange ou ça les dérange pas? On a eu l'occasion avec Aline de discuter entre autres avec certaines personnes et un des points qui a été relevé, c'est que on va dire, en Grande-Bretagne, par exemple, lorsqu'un Britannique voit sa maison sur Google Maps, il va dire tout simplement « Oh, that's my house ». Donc, il est plutôt content, puis ça ne le perturbe pas particulièrement. Alors que quand c'était plus du côté allemand, on nous racontait que l'allemand, quand il voyait sa maison, il allait plus dire « Oh, that's my house ». Donc, c'était plus, comment dire, il y avait plus de doute, c'est ça, exactement. De voir sa maison répertoriée. Exactement. Donc, on revient un peu sur cet aspect culturel aussi qui était partagé déjà hier dans les discussions. Et Aline, donc aujourd'hui, le point fort. My day was more towards technology, in fact. Mainly the part of 8 hydrogen vehicles and autonomous vehicles. So actually, it's what people
said today before when we were gathering together. In terms of hydrogen vehicles, many countries are having different approaches because what we saw here is that we have to solve the problem depending on the context, depending on the country, depending on the society that you're inside. So some countries, like for example, LA, actually some cities, and in the case in the States, LA, they are doing something really interesting in the port of Los Angeles and Long Beach, that is use both electrical vehicles and hydrogen vehicles in the case that you cannot use the electrical ones. For example, those vehicles that do small transportation inside the port, they are using they have a heavy workload. Yeah. They need to be working for like 16 hours or something like that. You cannot use electrical vehicles. So they are switching for hydrogen. And this is something really interesting, that you see different technologies in the same space. Also, something that they're driving this implementation of hydrogen vehicles is, again, as I told you yesterday, the government. We are seeing, again, that the government is playing a crucial role in sustainable mobility. So the case of China caught my attention. They are giving subsidies to exactly help to kind of compensate the high investment on capital when you're implementing the hydrogen technology. As driver for change? Yes, exactly. In Scotland, you mentioned yesterday Costa Rica. Scotland is also a case. Costa Rica is also a case. So they are always trying to create this environment and this culture inside the country to allow the companies and the population to adapt themselves. So it's something really important. Thank you, Aline. Je pense au niveau de l'économie circulaire en lien avec la mobilité, je pense qu'il est très évident que c'est une question de business aussi. Et ça doit être abordé comme une business d'affaires avec un nouveau modèle d'affaires qui est davantage orienté service. Donc au niveau du service à l'usager et autant au niveau du service aux citoyens. Et ce qu'on voit quand on pense cycle de vie et économie circulaire et mobilité durable, les indicateurs de performance sont très importants pour se comparer. Donc ça ressort très fort. Et l'idée, pour avoir une mobilité qui est durable, c'est de regarder pas seulement la possibilité de recycler, mais de regarder le design déjà, avoir un produit qui est modulable. Je trouvais ça vraiment intéressant, qui est modulaire, donc on peut le défaire par morceaux, qui est reconfigurable et qui est réassemblable. Donc on se dit aujourd'hui, la voiture, on a un fabricant de voitures, on devrait plutôt regarder pour les composantes, différentes composantes, aller plutôt en impartition. Si c'est pour la musique, aller vers des spécialistes de la musique. Si c'est pour le tapis, pouvoir changer le tapis facilement, parce que la voiture va avoir fait du millage. C'est adapté vraiment en fonction des publics. Donc il faut penser plus loin la voiture. Ce n'est pas la voiture d'aujourd'hui qu'on a, mais c'est une voiture qui est modulaire. Donc on peut la mettre à jour finalement à la voiture. Donc on va changer une partie, on va changer le tapis, on va changer l'habitacle, on va changer les chaises, mais de façon facile. Aujourd'hui, on ne peut pas changer le tapis sans tout défaire à la voiture. Donc il faut repenser, c'est plus la voiture d'aujourd'hui qu'on devrait voir, et on ne le voit pas encore même dans les prototypes qu'on a aujourd'hui. Il faut qu'on soit, j'ai entendu le terme en conférence, c'est future-proof. Il faut penser futur, il faut penser mobility as a service, c'est-à-dire tout doit être changé n'importe quand et adapté sans qu'on jette la voiture au complet parce que le tapis est usé ou les sièges sont usés. Donc ça va aussi. Et aussi, il faut penser des externalités qui ne sont pas modélisées. Aujourd'hui, on ne les connaît pas, on ne peut même pas les appréhender. Est-ce qu'on va avoir plus de voitures? Est-ce qu'on va avoir moins de voitures? Est-ce que les transports publics qui sont déjà disponibles vont en pâtir? Donc il va y avoir moins de l'assiette fiscale qui permet au gouvernement de redistribuer à la société. Est-ce qu'elle va prendre un coup, donc on a moins d'argent qui est disponible. Donc l'économie circulaire et la mobilité doivent être pensées non seulement au niveau affaires, au niveau gouvernemental et au niveau un peu plus loin. Mais on n'a pas, tout à l'heure on en parlait, la transition. On sait qu'on ne veut pas la situation aujourd'hui, on sait qu'est-ce qu'on veut, mais la transition, on ne sait pas du tout comment la faire.
Ça, c'est un enjeu qui est très très fort Florian. aujourd'hui. On ne sait pas comment la Il y a quand faire. même un point qui est censé driver tout ça et qui est censé accompagner la transition et qui est ressorti, que ce soit au niveau des technologies, que ce soit au niveau des points que tu mentionnais, c'est aussi le fait d'informer le consommateur. C'est-à-dire que on peut pas, les industriels ne peuvent pas non plus tout changer sans que les consommateurs changent leur comportement aussi. Et moi, Et je vais t'interrompre parce que ce qu'on dit, c'est que le consommateur est en avance sur l'industrie. Bien Le sûr. consommateur sait mieux que l'industrie, mais l'industrie ne sait pas ce que le consommateur veut. Sauf que parfois, il n'a Il y pas a une toutes les- présomption. parfois, il n'a pas toutes les informations. Et par exemple, être capable de dire au consommateur que tel ou tel choix de livraison de marchandises donne telle émission de CO2. Si je suis livré en 24 heures, c'est forcément plus d'émissions de CO2 que si on optimise le chargement du camion et qu'on est livré en une semaine. Aline, you wanted to react on that? Yeah, actually, it's something that one big delivery company, I think most of us were in the conference, they are trying to do. It's trying to have the perception of the customer, try to understand their expectation, so you can have a sustainable supply chain. Exactly because of that, because sometimes you just don't need to deliver the thing tomorrow. You don't need to deliver the thing like in 2 days. So it's try to adapt to the reality of the customer, what they really want. Et je Oui. voulais, Il y a une oui. complexité du consommateur. Moi aussi, je regarde l'industrie dans laquelle j'ai toujours travaillé, l'alimentation. La périssabilité du produit fait en sorte que si le camion part, il doit partir. Le produit est prêt, il faut qu'il parte. Dans un certain laps de temps, il faut qu'il soit disponible sur la tablette. Alors, il y a des impératifs selon les industries où tu ne peux pas retarder une livraison. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça. Et il faut tenir compte des enjeux selon les industries, mais il faut tenir compte aussi des réalités selon les pays. Je voulais savoir, parce qu'on approche la fin de cette session, et de savoir un petit peu, puisque ça fait 2 jours que vous êtes plongé dans ces discussions, que demain on approche pour la clôture de ce sommet Moving On, de savoir véritablement s'il y a une chose qui vous a profondément marqué, que vous avez retenu, et qui va changer votre façon d'approcher la mobilité durable. Quelle est cette idée que vous pourriez partager avec les auditeurs? Ben, moi, de mon côté, il y en a plusieurs. Évidemment, on a eu des conversations autant sur l'intelligence artificielle, les véhicules électriques, tout ça. Donc, évidemment, il y a plusieurs choses super intéressantes. Mais une des choses qui m'a touché beaucoup, c'est aujourd'hui une personne des transports de Lisbonne qui était sur un des stages et qui a dit quelque chose comme « Il y a 15 ans, j'ai appris à recycler et depuis, je recycle. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, quand je recycle pas, je me sens mal. » Et ça m'a vraiment en fait marqué parce que je pense que le futur dans cette direction-là, la mobilité, on parle beaucoup du consommateur, du comportement, de nos désirs, il faut être consciencieux de l'environnement et toutes ces choses-là, ça part au niveau culturel, ça part de quand on est plus jeune et dans quel milieu est-ce qu'on évolue. Donc je pense que c'est un peu un low-hanging fruit d'une certaine manière où on doit, même si le ROI, le retour est vraiment dans plusieurs années, on doit investir aujourd'hui, maintenant dans ce message-là. Je pense qu'on le fait, mais je pense qu'on peut le faire beaucoup mieux. Toute cette éducation-là dont Florian parlait, pour être certain que notre génération et les plus jeunes, qui vont être les adultes de demain, sont conscientisés et dans 20 ans, quand ils prennent les décisions entre hommes d'affaires, entre femmes d'affaires, quand ils prennent des décisions, toute cette culture-là, tout ce bagage-là de 20 ans a évolué avec les données, l'ouverture des données, la sensibilisation, l'environnement, tout ça est pris en ligne de compte pour la décision que la personne va prendre. Donc Yannick, c'est la décision à la fois en tant que consommateur jusqu'à la décision en tant que leader, dirigeant, salarié d'une entreprise. Aujourd'hui, en fait, c'est surtout ce shift-là culturel, donc de mettre un peu, si vous avez vu le film Inception avec Leonardo DiCaprio, donc de mettre cette graine-là dans le cerveau des gens le plus tôt possible pour que ça fasse du chemin. Et quand ces gens-là vont prendre des décisions plus tard, que toutes les prochaines décisions soient prises dans un meilleur framework d'évaluation de prise de décision. Ouais. Silas, il y a une idée
en 30 secondes qui t'a vraiment marqué? C'est ça. Alors, je vais en donner 2, mais en 30 secondes quand même. Parce que ça va être rapide. La première, je suis totalement d'accord avec Yannick. Je pense que l'éducation et l'humain a été vraiment mis au centre, même quand on parlait d'écosystème. C'est vraiment très important de parler de l'humain. Notamment aller voir au niveau local pour trouver des solutions locales et les régler au système global. Et deuxièmement, également, on a parlé également du pilier de la politique. On parle beaucoup de durable, de sustainable, donc soutenable. Ça doit être soutenable dans le temps. On remarque aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'élections, de choix politiques qui sont votés avec des scores qui sont très, très proches du 50-50, on va dire. Et c'est vrai que, on va dire, les décisions politiques sur des mandats relativement courts et surtout avec des changements justement d'orientation n'aident pas en fait à poursuivre les politiques. Et si on veut aller dans le durable, c'est vrai que je pense que c'est important qu'il y ait un certain cadre qui soit mis et que ce cap soit maintenu. Ok. Donc la politique, l'aspect humain, de replacer au centre de ce projet de transition des mobilités les humains. Qu'est-ce que tu retiens, Florian, toi, de ces 2 jours? C'est un peu ce que je disais au début, c'est cette idée de collaboration. Ouais. L'idée que les industriels annoncent qu'ils ont envie de travailler ensemble, même s'ils sont concurrents, même s'ils ont des intérêts économiques divergents. Cette volonté d'aller de l'avant ensemble, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué pendant les 2 derniers jours. Et qui représente l'esprit peut-être de Moving On, justement, cette collaboration. Aïcha, pour le... Oui, je renchéris un peu sur l'idée d'économie circulaire. Je reviens souvent sur le thème, en même temps parce que ça parle de chaîne d'approvisionnement, de chaîne de valeur. Et cette idée de trouver des partenaires, de créer des écosystèmes avec lesquels travailler, je la retiens. Mais je retiens aussi particulièrement l'idée de cette communauté. On veut créer des communautés avec qui on travaille, on veut choisir avec qui on travaille. Mais du coup, et si la communauté n'avait pas une façon de penser qui était orientée vers le social, qu'est-ce que ça donne? Ça redonne des groupes encore plus forts qui vont se préoccuper d'intérêts qui ne sont pas forcément sociétaux. Donc moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel il mériterait peut-être un peu plus de recherche, un peu plus d'éducation, un peu plus de sensibilisation. La recherche aussi, oui. La science. Puisque vous êtes tous doctorants oui, et que vous représentez les universités et ce travail-là. Aline? Going a bit back again, what I noticed is the thing is partnership. It's partnership between companies, between government, and taking action. You have to take the initiative to start to doing something right now. And the other thing is being able to adapt the solutions to specific cities, to specific countries. This is something that sometimes we consider that like one solution can solve the problems in different cities, and sometimes it just can't, because it's not adapted to the population, it's not adapted to the environment, it's not adapted to their infrastructure. So it's something that really has to be done, and I noticed that it's present in this event. So we have a great framework avec ce paysage global que vous venez de dresser de ces 2 journées à Moving On, avec votre casquette de chercheur, mais aussi de citoyens et de citoyennes, puisqu'on l'a vu, ce que vous appelez, quand on parle des politiques, on parle de l'éducation, de la conscientisation, juste aussi des décideurs qui sont aujourd'hui en charge. La toute petite question pour régler, ça doit se faire dans quel pas de temps pour vous? C'est quoi ce changement de mobilité? On doit y arriver quand? En fonction des échanges que vous avez eus et puis de la recherche des connaissances que vous avez sur ces sujets. Ça commence maintenant. Je pense que Michelin, déjà en nous invitant ici, les 5 personnes qui peut-être on ne serait pas venus autrement, donc de nous inviter ici, je pense que c'est ça, cet échange-là culturel, qu'on évolue là-dedans. On fait ça un peu fois 1 million, et puis le ripple effect de ça dans 10 ans d'ici va avoir porté fruit. Donc je pense que la conscientisation, c'est maintenant. J'abonde dans le sens... je pense que ça aurait dû se faire hier, mais une décennie, est-ce que c'est un bon souhait? Mais moi, je suis plus pessimiste. Je souhaiterais une décennie, mais je pense que ça va prendre plus de temps. Parce que je ne vois pas le shift, la transition, je ne vois pas les outils en place déjà aujourd'hui pour faire cette transition rapide de 10 ans. For you, like... For me,
I hope that is like he said. In 10 Yeah, years. but it's like trying to begin in a small scale, and then in some years we can really put things in practice, you know. But you have to begin with something. Ok. Moi, je dirais approximativement une vingtaine d'années, parce qu'une génération, c'est à peu près ça, et je crois beaucoup en l'humain et en l'éducation, mais c'est sûr et certain qu'il faut aussi que des pays qui représentent une grosse partie de la population mondiale, tels que la Chine ou l'Inde, embarquent là-dedans. Et donc, je dirais une vingtaine d'années, oui. Vingtaine d'années, 10 ans. En tout cas, nous, ça fait, on parlait de la génération Y. Ça fait plus de 30 ans qu'on observe ces changements, 30, 20 ans, avec des gros problèmes sur le dérèglement climatique, sur l'accès à la mobilité, la sécurité routière. Et cette, justement, mobilité durable, elle doit nous permettre bien, de s'embarquer vers cette nouvelle vision de la mobilité dans les territoires, au plus près des citoyens, des besoins, par des entreprises, par des collectivités locales, par des décideurs, en collaboration, en partenariat, vous l'avez relevé. Maintenant, ça se fait effectivement tout de suite et beaucoup plus vite. Donc, en tout cas, vous allez rester engagé, c'est ça, dans cette transition, Tout à fait. et veiller à ce que ça puisse avancer. Merci à tous de nous avoir suivis pour rendre compte de ces 2 journées à Moving On avec nos 5 doctorants qui seront là aussi pour la clôture et finaliser, donner et rendre leurs conclusions à l'ensemble des participants. Au revoir.